On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Au cours de l'émission d'hier, on recevait Étienne Gallois, qui est la révélation de l'année à la soirée Essar. On poursuit cette fois avec deux autres personnes qui ont été honorées à l'occasion de cette soirée. Christian Poupard, enseignant en violon, qui a reçu le prix Hommage pour l'ensemble de sa carrière. Mais d'abord, il a été désigné comme étant le passeur culturel. C'est un enseignant en éducation physique, mais aussi le fondateur du cirque Minimaxi. Mardi, le 24 novembre dernier, c'était la remise, en fait, la soirée Gala Essar dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et le prix du passeur culturel a été remis au fondateur du cirque Minimaxi, Michel Lord. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Bonsoir. Merci beaucoup. Encore un autre prix? Ben oui, ben oui. Là, tu fais la récolte des prix? Juste 3. Juste 3, mais quand même. Mais le cirque existe depuis combien de temps? C'est ma 31e année. Toujours actif? Toujours actif, de plus en plus même. Cette année, on a pratiquement 50 jeunes. 50 jeunes. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça dure et que ça a duré aussi longtemps, le cirque Minimaxi? Oh mon Dieu. Peut-être ma motivation qui fait que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Donc, moi, ça a commencé avec l'éducation physique en 85, quand j'ai commencé. J'ai présenté ça à mon directeur d'école, M. Fernand Bisaillon, qui était un pro-activité physique. Et moi, je lui ai demandé si je pouvais monter un spectacle de cirque. Mais moi, c'était surtout un bulletin visuel au début. Parce que il y a des parents qui me demandaient quel sport que je faisais en maternelle et première année. Alors, je leur disais, je pense qu'il faut s'asseoir. Je pense que vous allez être déçus. J'ai dit, je ne fais aucun sport avant 5e, 6e année. Parce que dans le temps, on avait un projet, les éducateurs physiques de la commission scolaire, un projet interécole de compétition dans différentes disciplines sportives. En 5e et 6e année, je dis, je fais pas de sport. Ils m'ont dit, tu fais quoi? Bien, je dis, la motricité. C'est quoi ça? Fait qu'il a fallu que je leur explique que la motricité, c'était bien différent, qu'on n'était pas un club, donc on ne faisait pas des sportifs, mais qu'on travaillait le corps en éducation physique. Et que pour moi, l'éducation physique, c'était un laboratoire du mouvement. Donc, on explorait et on exploitait toutes les situations possibles, mais sauf du sport. Mais est-ce que c'était une conception de l'éducation physique qui était peut-être un peu différente, je ne sais pas, de la majorité de tes collègues de l'époque? Est-ce que c'était une nouvelle approche? C'est une approche parce que moi, je suis, avant d'être éducateur physique, je suis technicien en loisirs et j'ai mon certificat en psychomotricité. Donc, j'avais une approche qui était... Puis moi, j'ai commencé, les 4 premières années, j'ai commencé en enfance inadaptée, en prédélinquance. Donc, pour moi, j'ai trop travaillé avec les jeunes. Puis mon idole de jeunesse, moi, ça a toujours été le père de la Sablonnière. Oui. Puis je voulais être comme lui, œuvrer auprès des jeunes. Puis depuis l'âge de 13 ans, je fais de l'animation. Et pourquoi le cirque? Bien, j'ai fait quand même quelques années au secondaire de la gymnastique. Et la jonglerie m'attirait beaucoup. Donc, quand j'ai commencé à enseigner la jonglerie à mes élèves, bien, je ne savais même pas jongler moi-même. Je leur ai montré avec du français. Ouais. Lance, lance, attrape, attrape, et ainsi de suite. Puis c'est un soir, quand j'ai regardé un spectacle du Cirque du Soleil, là, j'avais enregistré, puis je me disais, mon Dieu, ils ne jonglent pas tout à fait comme moi. Fait que j'ai revu au ralenti comment ils faisaient, et là, j'ai pris des notes. Et là, j'ai monté tranquillement comme ça. Et on a monté, avec un autre professeur d'éducation physique, on a amené ça au ministère de l'Éducation physique et par la suite, bien, c'est devenu un moyen d'éducation que la jonglerie. Pendant plusieurs années, évidemment, tu as fait les deux parce que tu avais ta carrière d'enseignant d'éducation physique, notamment dans les dernières années, je pense que tu étais à JMD Bélanger. Oui, j'ai fait 31 ans là. 31 ans. Et là, il y avait le cirque Minimaxi en même temps. Oui. Bien, au début, quand je l'ai parti, c'était juste à l'école. Ouais. J'ai fait 10 ans. Après ça, bien, je voulais passer le flambeau. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et là, bien, il y a un papa qui, lui, avait la plume facile, M. Pierre Roy. Alors, il m'avait préparé une pièce de théâtre selon l'idée que je voulais du prochain spectacle. Mais comme il savait que je voulais passer le flambeau, il me dit, écoute, je te donne la pièce de théâtre que j'ai composée, que j'ai écrite. Puis, écoute, si
tu veux laisser, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que quand je l'ai lu, bien, chaque phrase, chaque paragraphe, je voyais mes scènes, je voyais. Fait que le lendemain, je l'ai appelé, j'ai dit, je ne peux pas laisser aller. Donc, on a entré le théâtre à ce moment-là. Et un an après, ça a été la danse qu'on a entré dans le programme. Mais au début, à J.A. Bélanger, ma première année de spectacle, j'avais 550 jeunes dans le spectacle. C'était toute l'école. Puis il y avait 14 classes d'adaptation scolaire. C'est là qu'avec le spectacle, on a mis l'école J.A. Bélanger sur la map, comme on dit. Donc, on l'a fait sortir de la zone grise. Donc, j'ai démontré par le cirque que même si on a des enfants en difficulté, qu'on peut faire beaucoup de choses avec eux autres. Bon, le fait de faire les deux quand même pendant plusieurs années, est-ce que c'était pas prenant quand même? Ça devait être assez exigeant? Oui, mais j'ai jamais calculé mon temps. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. J'ai mis au-dessus de 1000 heures cette année-là, quand j'ai commencé, en dehors de mon enseignement. Est-ce qu'il existe quelque chose de comparable au Québec au cirque Minimaxi? Est-ce que peut-être est-ce qu'il y a eu des développements dans les années ou même des gens qui se sont inspirés de ce qui a été fait? Oui, aujourd'hui. En 90, moi, j'ai été nommé éducateur physique de l'année au Québec pour innovation pédagogique. Et ça a fait le tour pendant 2 ans. J'ai fait le tour des écoles à travers le Québec, donner de la formation aux éducateurs physiques. En 86, avec le programme de la relève Yoplait, c'est notre école qui a été choisie parce que quand on a fait le premier spectacle, 85, on était la seule école au Canada à faire ça, puis on le faisait dans les 2 langues parce que je voulais valoriser les spécialités, anglais, arts plastiques, musique, éducation physique. On valorisait beaucoup les matières premières, mais moins les spécialités. Et moi, c'était l'approche. Puis quand je préparais mes cours et tout ça, bien, j'avais toujours en tête la musique. Que quand on a préparé le premier spectacle, j'avais un groupe d'élèves qui s'occupaient des textes, un autre la musique, un autre les arts plastiques. Le professeur d'arts plastiques, Richard Gosselin, me donnait un gros coup de main à ce niveau-là. Et pour toi, c'est quoi l'avenir du cirque Minimaxi? Parce qu'on n'est pas éternel. Non. Quoique tu es quand même un jeune homme, un jeune retraité. Un jeune vieux. Un jeune vieux, un jeune retraité très, très en forme. Mais pour toi, c'est quoi l'avenir du cirque Minimaxi? Pour l'instant, je me dis que ça progresse énormément. J'ai quand même une élève, Valérie Courchaine, qui a été 4 ans à l'École nationale de cirque. Pour moi, c'est un bon progrès. Et dernièrement, il y a Jean-Félix Bélanger, qui a gagné quand même au local, régional, provincial. Il a quitté, il est allé au Cirque de Verdun, il est revenu comme entraîneur chez nous et il a décidé d'aller faire son DEC au niveau collégial, au niveau en art du cirque. Ils ont une propre compagnie qui fonctionne très bien. Ça fait pas longtemps, il arrive du Nouveau-Brunswick et de la Corée avec un spectacle qui leur appartient. Je me dis, pour moi, ça fait pas mal la boucle. Le seul élément qui pourrait rester, faire la boucle, c'est d'avoir un local où je n'ai pas à ranger et sortir le matériel à chaque fois. Je fais ça depuis 31 ans. Là, vous êtes à quel endroit? À l'ancienne église Saint-Noël-Chabanel. Très beau local, bien pratique, mais c'est juste la question de ranger le matériel et de le sortir à chaque fois. C'est 2h30 à 3h d'installation. Oh, quand même, quand même. Oui, on a beaucoup de matériel. Oh là là. Évidemment, tu as amené le prix qui est avec nous. Qu'est-ce qu'il représente, le prix du passeur culturel? Bien, pour moi, je l'ai accepté quand même avec humilité parce que je me disais, j'ai eu un prix en 90, je l'ai eu en 2005, un 3e prix. Oui, je l'accepte, mais je me disais, je ne l'aurais pas eu, mais la façon qu'on me l'a présenté, puis on me dit que je le méritais bien, mais comme j'ai dit à certains parents, ça aurait été un peu prétentieux de ma part, oui, ça me va bien. Mais je trouvais que le prix collait bien à ce que ça voulait dire. Parce que c'est quand même par rapport au cirque Minimaxi, mes 30 ans d'engagement, où moi, je me considère vraiment comme un passeur. Parce que quand j'ai commencé ça, j'avais une trentaine d'années, 33 ans, et je me trouvais un peu vieux à l'époque pour m'inscrire à l'École nationale de cirque et puis faire une carrière là-dedans. Donc, j'ai décidé de transmettre ma passion de la gymnastique, de la jonglerie et tout ça.
puis j'ai toujours enseigné de la même façon et c'est toujours comme ça que ça continue. Je me donne encore probablement 5 ans. Je me dis, on va voir après. 35 ans, là, ça pourrait être un bon chiffre. Enfin, je ne me vois pas à 75, 80. En train de jongler? Jongler, c'est pas si pire, mais de coacher, parce que moi, c'est surtout l'équilibre que je travaille, fil de fer et autres, là. Mais j'aime beaucoup la jonglerie, j'aime la gymnastique. On a une personne, Katia Lambert, kinésiologue, qui nous donne un sérieux coup de main. Oui. Donc, encore plusieurs belles années pour le Cirque Mini-Maxi, en souhaitant qu'il y ait une relève. Oui, une relève. Est-ce qu'il va en un peu avoir ça, une? être un passeur culturel, parce que là, tu as peut-être passé ta passion au fil des ans. Je l'espère. En tout cas, la passion est là chez beaucoup de jeunes, puis ça, c'est intéressant de voir ça. Et en même temps, bon, probablement que le Cirque du Soleil y est pour quelque chose, mais le rayonnement aujourd'hui des arts de la scène liés au cirque, et aujourd'hui, en 2015, c'est pas ce que c'était il y a 30 ans. Là. Donc, il y a eu une évolution assez incroyable. Oui. Puis, il y a beaucoup d'écoles maintenant, primaires, secondaires, qui donnent, comme moi je fais. Là. Il y a l'École nationale qui le donne toujours le samedi matin comme loisir, là. Mais il y a de plus en plus d'écoles qui le donnent. Est-ce que tu revois parfois des jeunes qui ont fréquenté pendant quelques années le Cirque Mini-Maxi puis qui en ont gardé un souvenir ou qui en ont gardé quelque chose? Bien, disons que tous ceux, c'est pas pour me vanter, mais tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'à présent ont un excellent souvenir du passage à J.A. Bélanger ou de la troupe Mini-Maxi comme telle après les 10 ans. Là. Parce qu'après 96, c'est devenu... d'autres en 98, on est devenu, c'est ça, en 98, on est devenu un organisme sans but lucratif. Parce que c'était là comme dossier. Parce que là, j'ai commencé au début, tous les dossiers qu'on monte actuellement, j'étais le seul. J'étais tout seul. Sauf qu'à un moment donné, bien, d'avoir une équipe derrière moi, un conseil d'administration, bien, disons que ça l'a aidé. Puis d'autres entraîneurs. Donc, Michel Laure qui a reçu le prix du passeur culturel pour, bien sûr, tout son travail au cours des dernières années avec la fondation du Cirque Mini-Maxi, qui est encore là pour quelques années. Et Michel Laure, d'ailleurs, encore là aussi pour quelques années. Je l'espère. C'est ça, je l'espère. Merci, félicitations, Michel. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on reste dans la thématique du gala Essar. On va recevoir un enseignant en violon qui s'appelle Christian Poupard, à qui on a remis un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière. Comme vous l'avez peut-être vu dans l'entrevue précédente, on faisait référence au 24 novembre dernier parce que c'était la remise, c'était le gala, la soirée Essar qu'on tient dans la région ici depuis plusieurs années maintenant pour honorer différentes personnes. Tantôt, on parlait aussi de la révélation de l'année, également le prix du passeur culturel, mais aussi le prix hommage pour l'ensemble de la carrière de Christian Poupard qui enseigne le violon. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Bonsoir et merci. À quel moment vous a-t-on avisé que vous étiez le hommagé cette année? Ah ben moi, ça a été la plus grande surprise. C'est certains qui se sont assurés que je sois là parce que j'enseigne le violon le soir, bien entendu. Alors, le jour, le soir, 6 jours par semaine. Alors, ils voulaient absolument que je sois là. Ils m'ont téléphoné pour dire, écoute, arrange-toi, faut que tu sois là. Je vois, j'enseigne, moi, je ne serai pas là. Je veux bien y aller à chaque année, mais cette année, oubliez ça, ma soirée est Et c'était quoi l'excuse pour y aller? Bien, ils ont dit, on va être obligé de te le dire, tu vas recevoir un prix, donc il faut que tu sois là. Alors, ben voilà. Alors, j'ai annulé mes cours et j'y suis allé. C'est aussi simple que ça. Mais tout le reste,
pure surprise. Bon, quelle a été justement la surprise? Une fois sur place, une fois qu'on est là, on dit OK, je vais recevoir un prix, c'est bien beau, c'est bien correct, mais là, après ça, quand ça s'est déroulé, comment ça a été la surprise? Bien, c'est toute une organisation, hein. D'abord, mon épouse était au courant bien avant moi. Alors, elle s'est impliquée beaucoup là-dedans pour faire venir du monde de partout. Il est venu du monde des États-Unis, de Montréal, d'assez loin. On a rempli une bonne partie de la salle juste pour moi. J'étais très surpris de voir ces gens, des anciens élèves d'ailleurs, qui sont venus, leurs parents. Tout un hommage, finalement. Alors ça, c'était la surprise numéro 1, de voir tous ces gens rentrer avant même le spectacle. Et pendant le spectacle lui-même, bien, ça se faisait en plusieurs étapes. On ne fait pas juste nous donner un prix, on nous présente. Alors, il y a tout un diaporama sur notre vie. Donc, ma femme avait fourni des photos de bébé jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça, c'était assez hallucinant, merci. Il y a une espèce de petite pièce de théâtre qui se faisait par Thomas Oxin, donc qui parlait aussi de la carrière en question. Mais ensuite, un peu j'ai commencé à avoir des soupçons lorsque, pour le cirque Mini-Maxi, Michel Lard, on lui a présenté son propre cirque sur la scène en avant, qui est venu faire une prestation. Alors, quand j'ai vu ça, je dis « Oi, 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 la soupe commence à être chaude. Là. Pour moi, ils m'ont préparé quelque chose au violon, certain. Puis qu'est-ce que ça peut être? » Et c'était quoi, finalement? Alors, un autre coup monté de la part de ma chère famille. Alors, vous savez, mes enfants, deux de mes filles sont violonistes, violoncellistes professionnels. Alors, moi, j'étais certain que mes filles n'étaient pas là parce qu'une est à Québec, puis l'autre dans l'ensemble Les Musici de Montréal. Alors, c'est jamais possible d'avoir, ils ont des concerts, c'est ça. Alors, quand ils présentent mon prix, tout ça, tantôt, je sens une tape sur mon épaule, puis je vois ma belle grande Marie-Ève qui passe à côté de moi, qui me fait un clin d'œil. Alors, c'est elle, tout simplement, qu'on avait invitée avec la pianiste Diane Massé pour venir, avec son violon, me rendre un hommage. Alors, j'ai eu un beau petit concert privé avec tout le monde qui était dans la salle par ma fille. C'était extraordinaire. Quand on est honoré par sa communauté, par ses pairs, oui, par ses amis, par sa famille et tout ça, oui, c'est vrai, c'est l'ensemble de la carrière, mais humainement, on le reçoit comment? C'était quoi votre réaction? Bien, c'est très touchant. Puis comme je l'ai dit à une journaliste cette soirée-là, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles on s'inscrit. Oui, le violon, c'est une grosse partie de ma carrière. C'est plus de 35 ans maintenant, puis assez impliqué dans la région et environ de Montréal. Mais on m'a récompensé pour deux choses, parce que je m'implique beaucoup aussi au point de vue de la conservation de l'histoire. Je suis de l'Acadie. On essaie de préserver nos bâtiments historiques. Dont l'Église patrimoniale, évidemment. L'Église patrimoniale, son presbytère, qu'on a réussi à sauver grâce probablement à mes démarches depuis l'an 2000. Et c'est l'ensemble de tout ça pour lequel on m'a rendu cette espèce d'hommage. Et comme je le disais, bien, face au presbytère pour lequel on s'est débattu, bien, des fois, on s'inscrit à des programmes ou même des concours pour gagner quelque chose, quoi que ce soit, puis on nous choisit, puis on dit, on a fait les démarches, on s'attend que peut-être, on va, tu sais, comme acheter un billet de loterie, bien, on se dit, bien, on espère peut-être gagner. Mais là, c'est tout en sourdine, on ne le sait pas. C'est des gens, quelque part, dans la communauté, qui ont décidé que cette personne-là aurait ce prix-là. C'est d'autant plus touchant. C'est au-delà de nos espérances. Comment le violon est-il arrivé dans votre vie? Chez nous, il a toujours fallu faire de la musique. C'était pas forcé, on aimait ça. Nos parents nous ont toujours dit, bien écoute, il faut... La culture, c'est global. On faisait du sport, bien sûr, à l'école. Il fallait faire de la musique, etc. Alors, j'ai appris le piano, j'ai appris la flûte, mais à un moment donné, ça a débouché sur le violon. Puis ça a été mon coup de cœur. Ça a été vraiment le violon. J'ai eu un professeur extraordinaire. Et c'est avec ce professeur-là, d'ailleurs, que j'ai commencé à enseigner. Moi qui ne pensais jamais être professeur de ma vie. Ça a changé? Ça a changé, mais j'aime beaucoup les enfants. Alors, c'est ce qui fait qu'en enseignant, j'ai découvert le bonheur d'enseigner à ces enfants-là, les voir progresser, etc. Et c'est devenu votre emploi du temps à temps plein, là, depuis, tout à fait. Depuis plusieurs années, en fait. Là. Oui, puis ça fait plus de 35 ans que j'enseigne, mais je suis arrivé à l'Acadie en 1988. Donc, dans la région ici, on parle de 25 ans maintenant et un peu plus. Et c'est vraiment là que j'ai décidé que oui, j'allais grossir ça et ça prend toute la place parce que j'enseigne 6 jours par semaine. Vous avez combien d'élèves? Ça va dépendre des années, mais vous savez, quand on a rempli une semaine pleine, ce qui est à dire autour d'une 30-40 d'élèves, on en a assez parce qu'il faut monter un orchestre par-dessus ça. Alors, c'est l'enseignement privé, le montage des cours et tout ça. Avec une trentaine d'élèves, ce qui occupe une semaine complète. Oh oui, c'est 6 jours semaine.
Mais mes journées commencent à 8 h, 8 h 30 le matin, je finis à 22 h. Wow. Ça, c'est mes journées normales. C'est sûr que je ils ont mange à quel travail. âge? Ils ont quel âge, vos élèves? J'enseigne à tous les âges. Alors, ma plus jeune a maintenant 2 ans. Et les plus vieux sont des adultes. Ah ouais. 65 ans et plus. J'ai vu des parents d'élèves qui m'ont dit « C'est extraordinaire ce que tu fais avec nos enfants. Quand je vais arriver à ma retraite, tu vas me voir arriver. » Et comme de fait, le téléphone sonne, puis je suis à ma retraite. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre Il n'y a le pas violon. d'âge. Il y en a qui pensent qu'on est moins talentueux, plus vieux. Puis non, ça n'a rien à voir. On l'a ou on ne l'a pas, puis c'est pas une question Et d'âge. comment on s'y prend avec une enfant de 2 ans? On est un peu plus gaga. C'est sûr que l'approche est différente. Et c'est ça qui est extraordinaire de l'enseignement que je fais. C'est un enseignement privé. C'est sûr que quand les enfants sont formés de façon privée, à un moment donné, on peut les réunir en groupe et faire un orchestre. Bon, ça, c'est autre chose. Mais comment on s'y prend avec un enfant de 2 ans? C'est différent à chaque élève. C'est ça qui est extraordinaire dans mon métier, c'est que je peux avoir un enfant qui, comme ça, est toute petite. Là, je suis à 4 pattes, puis je suis à terre, puis on fait des jeux, etc. Puis la fois d'après, je peux avoir un élève qui fait 10 ans de violon. Puis là, ça doit se balancer dans ma tête puis faire le saut très rapidement parce que j'ai comme 5 minutes entre les élèves. Là. Est-ce que tout le monde peut apprendre le violon? Ou ça prend quand même certaines aptitudes, certains talents, certaines compétences? Vous savez, moi, je pense que tout le monde peut apprendre le violon, mais il ne faut pas le prendre avec une optique de on va faire un professionnel avec cet élève-là. C'est pas ça le but. Moi, c'est surtout pas ça mon but, malgré que j'ai des enfants et des élèves qui sont devenus professionnels. Je l'enseigne comme si, mais c'est ça qui est merveilleux du privé, c'est qu'on va pousser l'enfant au maximum de lui-même et non pas comparativement à une classe où si tu ne passes pas l'examen de fin d'année, tu n'es pas bon parce que c'est pas ça. C'est à son rythme. Alors, quelqu'un qui carbure à 300 km à l'heure, on va le suivre, puis l'autre qui est à 10 km à l'heure, on va le suivre aussi, mais ce qui compte, c'est qu'il apprenne. Tantôt, je vous disais, pourquoi le violon, mais pourquoi cet instrument-là en particulier? Parce que vous avez dit tantôt que dans votre famille, évidemment, il y avait beaucoup de musique et tout ça, mais pourquoi cet instrument-là? En quoi il vient vous chercher plus que les autres? En fait, je ne le sais pas vraiment. C'est sûr que ça s'est développé, mais chez nous, comme je vous disais, il fallait faire de la musique. J'ai touché à la flûte. Bon, ce n'est pas un instrument avec lequel on peut aller très loin. Il y en a qui vont très loin, mais moi, ce n'était pas le cas. Et le violon, lui, avait un petit quelque chose... c'est qu'à un moment donné, j'avais les cours de piano, puis je détestais le piano. Alors, pour me rendre compte, peut-être plus tard, par exemple, c'était pas vraiment le piano que je n'avais pas aimé, mais peut-être le prof. Ça arrive. Mais quand tu es jeune, tu n'aimes pas le piano, tu vas chez le prof, c'est ça que tu n'aimes pas, puis c'est plus tard que tu te rends compte que... Alors, mes parents m'ont dit, écoute, tu n'aimes pas le piano, choisis un autre instrument. Puis ça, je n'étais pas contre. Puis pourquoi le violon, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est le professeur de violon, finalement, qui vous a fait aimer le violon? Probablement que oui. Oui, c'est ça. Probablement ça a dû aider, que oui. Oui. Mais voyez-vous, mon frère, à la même époque, allait à la guitare. Pourquoi moi, ça n'a pas été la guitare? Mes parents ont dû me le demander, puis j'ai dû dire, oui, le violon, ça me tente, et puis go, on y va. Bon. Mais en même temps aussi, vous avez passé votre passion à vos filles. J'espère. Je pense que ça a plutôt bien marché. Oui, Marie-Ève, plusieurs le savent, là, qu'elle fait carrière internationale, soliste de niveau international, très ultra diplômée. Des diplômes que peu de gens peuvent avoir, un artiste diplômé, entre autres. On parle de concours, des fois mondiaux, où elle est la seule choisie, puis elle réussit, etc. Alors, c'est gros. Andréane avait un tout aussi gros talent, mais moins extraverti. Elle préfère plus l'enseignement, jouer en orchestre, des choses comme ça. C'est pas une bête de scène, parce que Marie-Ève est une bête de scène. Alors, les deux à des pôles opposés, mais tous les deux en carrière, oui. Bon, vous avez dit tantôt enseignement du violon, également milité pour la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux, dont l'Église de l'Acadie, mais également aussi impliqué dans différentes organisations ou des orchestres, entre autres aussi, parce que vous avez d'autres activités musicales que l'enseignement. En fait, oui et non, c'est-à-dire tout est concentré sur mon enseignement et j'essaie plutôt d'amener les élèves à voir ces orchestres-là. Alors, c'est sûr que mon groupe, je l'ai amené voir l'Orchestre symphonique de Montréal, je l'ai amené voir la Pietà ou des choses comme ça. Et nous, c'est bien sûr que du côté culturel, on va aller voir du théâtre, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup axé sur les élèves là, pour leur développement, oui. Oui. Et là, maintenant, le fait de recevoir ce prix, on dit, pour l'ensemble de l'œuvre, pour l'ensemble de la carrière, pour l'ensemble de l'implication, quelqu'un m'avait déjà dit à la blague, quand on dit ça, c'est peut-être parce qu'on n'est pas jeune non plus, pas vieux non plus,
Mais je ne sais pas, en même temps, c'est plus quand on est en fin qu'en début de carrière, disons. Oui, oui, oui. Bien, enfin, peut-être Hein? pas, parce que je crois que dans mon domaine, il n'y en a pas de fin. C'est ça, parce que la musique... Bien, premièrement, la musique, il n'y a pas de fin. Même si les gens se disent en fin de carrière, c'est le physique qui, à un moment donné, dit ben écoute, les doigts ne veulent plus suivre, on arrête là. Mais comme travailleur autonome aussi, il n'y a pas de fin. Il n'y a personne qui dit ben, à 65 ans, toi, tu as fini, puis tu as une belle retraite, tu travailles, tu as des sous, tu ne travailles pas, tu n'en as plus. C'est aussi simple que ça. Alors, on ne voit pas les choses de la même façon, tout comme notre horaire n'est pas le même que quelqu'un qui, de façon régulière, fait un 9 à 5 du lundi. Nous, notre horaire est tout croche. Il fonctionne 7 jours par semaine. Je dis quasiment aux élèves, 24 heures par jour, vous m'appelez, puis quand vous êtes libre, bien, moi, je suis là, puis on mange quand on peut. Je dis souvent aux élèves, un vrai musicien, ça mange et ça dort quand ça a le temps. Et là, maintenant, vous vivez bien avec ce prix hommage qui était Oui, remis bien, par je la ville de l'accepte, bien Saint-Jean-sur-Richelieu. entendu. Là, c'est fantastique, pas pour dire non. Non, non, surtout pas. Vous vous êtes bien remis de vos émotions? Ah oui, ça a été vraiment une soirée à émotion, une merveilleuse soirée. Oui. Bien, c'est quand même intéressant aussi dans notre communauté qu'on ait ce genre d'activité comme le Gala SR, parce que ça permet justement à des gens comme vous et d'autres d'être mis en relief, alors que peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas d'occasion pour le faire, et c'est important de le faire aussi. Oui, et le plus drôle dans ça, c'est que la soirée SR a commencé en 2006. Oui. Et la première qui a été contactée pour avoir le prix Révélation, c'est ma fille C'est vrai, Marie-Ève. tout à fait. Ouais. Alors, en 2006, Marie-Ève. Ensuite, on a ressouligné nos efforts pour la restauration du presbytère de l'Acadie en 2012. Et finalement, bien, je reçois ce prix hommage cette année. Alors, oui, c'est une bonne affaire, finalement, la soirée SR. Christian Poupard, merci. Félicitations encore une fois. Un gros merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente bien sûr le Babillard quotidien. Vous allez peut-être le voir dans le vieux Saint-Jean, le sapin de Noël de 36 pieds. C'est un sapin qui a été fait don par Pasquier, la famille Paquette, donc l'on salue bien sûr. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Ne manquez pas aussi le Télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct, avec 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire. Et pour avoir la liste, vous faites tvhr9.com ou encore 450-358-1912. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.